La vie des idées, avec Mathieu Bock-Côté. Chers amis, bonjour, bienvenue à cette nouvelle saison de La vie des idées. Ici Mathieu Bock-Côté. Tout au long de l'année, je recevrai des intellectuels à ce micro pour discuter des grandes questions qui traversent notre société ou des livres qui paraissent et qui éclairent d'une manière ou d'une autre notre vie publique. Je les recevrai à l'occasion en solo, à d'autres occasions en duo, mais ce sera à chaque fois l'occasion de rappeler l'importance des idées dans la cité. Aujourd'hui, pour la première émission de la saison, je reçois Claude Corbeau, philosophe de formation, politologue de profession, grand commis de l'État et grande figure du monde académique québécois. Il vient de faire paraître coup sur coup aux éditions Del Busso 2 ouvrages consacrés à Honoré Mercier, celui qu'on a longtemps appelé le Grand Mercier. Dans le premier, il nous propose une anthologie des discours de Mercier, ce qui n'avait pas été fait depuis 1890. Il accompagne le tout d'une solide introduction en forme d'étude sur le parcours, les idées et l'héritage de Mercier. Dans le second, Corbeau suit une autre piste. Que se serait-il passé si Mercier avait décidé de raconter ses mémoires, d'écrire ses mémoires? Claude Corbeau a fait le pari d'y répondre en écrivant l'autobiographie fictive du grand premier ministre. Quel a été le parcours de Mercier? Pourquoi a-t-il laissé un souvenir aussi profond et fondamentalement positif dans l'histoire du Québec? Que représente-t-il dans l'histoire du Québec? Qui sont ses héritiers? Peut-il nous inspirer pour aujourd'hui? Voilà certaines des questions que nous poserons à Claude Corbeau. Claude Corbeau, bonjour. Bonjour et merci de votre invitation. Ah, mais c'est un immense plaisir et un honneur de vous avoir avec nous. Alors, je me permets une toute première question. Pourquoi revisiter la figure d'Honoré Mercier? Que représente-t-elle? Qu'est-ce qui fait en sorte que, dans votre parcours intellectuel ou aujourd'hui, la figure de Mercier devait non seulement revenir par une édition, une publication de ses discours, mais aussi en vous lançant dans l'autobiographie fictive de Mercier, le livre qu'il n'a pas écrit, qu'il aurait peut-être dû écrire? Vous savez, c'est parfois difficile de retracer les origines d'une idée qui nous amène à faire ce genre de publication. Je me suis intéressé à la fin du 19e siècle et dans ce contexte québécois, et dans ce contexte-là, Mercier est un personnage extrêmement intéressant, à la fois pour des raisons de substance et pour des raisons de style. Quand vous regardez les premiers ministres, la succession des premiers ministres québécois, au 19e siècle, c'est des personnages relativement effacés, sauf peut-être un des prédécesseurs de Mercier et un de ses grands adversaires, Joseph-Adolphe Chapleau, qui était comme lui un personnage plus flamboyant. Mais ce qui est intéressant dans le cas de Mercier, c'est qu'il cumule des orientations extrêmement importantes. Il y a une vision de ce que sont les Canadiens français. Il y a une vision du rôle de l'État. Il y a une vision du statut du Québec dans la Confédération. Et donc, il construit une action politique réfléchie qui est, je pense, progressiste au sens large du terme. On pourra revenir plus en détail là-dessus. Alors donc, en termes de substance, la politique que développe et que réalise Mercier pendant ses 5 années au pouvoir est une politique qui essaie de faire avancer le Québec et qui préfigure certaines périodes de transformation sociale et politique au Québec au 20e siècle. Et en plus de ça, en termes personnels, c'est visiblement quelqu'un qui a la passion de la politique. C'est un orateur redoutable. Wilfrid Laurier dit de Mercier, qu'il n'aime pas beaucoup, c'est le plus grand orateur qui existe en Canada présentement. Bon, alors donc, c'est un orateur, c'est un passionné de politique, et en même temps, c'est un homme qui a des failles de personnalité. C'est quelqu'un qui a beaucoup de panache, c'est quelqu'un qui essaie de vivre de façon, je dirais pas luxueuse, mais dans un certain confort, dans le style. Il est friand d'honneur, de décoration. Et il va éventuellement perdre le pouvoir, non pas par suite de l'échec de ses politiques, mais parce qu'il s'est placé dans une situation de très grande vulnérabilité vis-à-vis de la coalition d'adversaires qui le pourchassaient sans succès au plan politique. Donc, c'est vraiment un personnage hors norme par rapport à tous les premiers ministres québécois de la fin du 19e siècle, par rapport à une partie des premiers ministres québécois du 20e siècle. Et il préfigure des personnages importants des 50 dernières années. Vous évoquez Mercier à la manière d'un grand orateur. Et ça, bon, évidemment, vous publiez ses discours, mais aussi dans le texte, dans l'introduction que vous consacrez à ses discours, vous mentionnez à quel point il y avait une capacité chez Mercier, on pourrait dire, par le discours, par la parole, d'éclairer la situation historique. C'est-à-dire, il rendait intelligibles les événements à ses contemporains. À quelle période, d'abord en tout, je vous le demanderais, qu'est-ce qu'il caractérisait comme orateur? Et à quelle période arrive-t-il pour être capable de véritablement révéler aux Canadiens français où ils en sont dans leur histoire?
Bon, alors vous savez d'abord que Mercier fut un élève des Jésuites au Collège Sainte-Marie. Il a donc été formé dans un milieu académique ou pédagogique où l'on valorisait beaucoup la lecture, l'écriture, la déclamation, le discours. Et dès ses années de collège, il aimait faire des discours, il aimait entendre discourir, il aimait faire des discours. Et par la suite, il est devenu avocat professionnellement. Il s'est particulièrement intéressé au droit criminel. Donc, encore une fois, comme c'était le cas pour beaucoup d'avocats du Québec avant, disons, les années de la Révolution tranquille, le prétoire était une préparation à la vie politique. Alors donc, il y avait des talents pour ça. Il préparait minutieusement ses discours. Il réfléchissait beaucoup. Il était porté aussi par une vision de la situation des Canadiens français qui a pu contribuer à ses plus grands discours. En plus de ça, il a été journaliste pendant quelques années, donc habitué à analyser les enjeux politiques. Le premier grand discours que fait Mercier, c'est au Parlement fédéral. Il a été élu député de Rouville à la fin du mois d'août 1872. Oui, il va commencer sa carrière politique à Ottawa. À Ottawa, effectivement. Il est élu député, donc à la fin du mois d'août, la session prend quelque part à l'automne. Il regarde passer les choses. Il est fasciné par la figure de John A. Macdonald, qui, à ses yeux, est un homme politique extrêmement habile. Alors, il est silencieux pendant plusieurs mois au Parlement fédéral, puis tout à coup, le 14 mai 1873, il intervient, son premier grand discours. Quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est que le gouvernement du Nouveau-Brunswick a adopté une loi révoquant les droits scolaires des catholiques irlandais et des catholiques acadiens. Et ça donne à Mercier l'occasion de saisir le Parlement de la profonde injustice de l'action portée par le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Et là, il développe des thèmes qui vont lui être chers par la suite. Par exemple, il dit aux députés canadiens-français d'Ottawa, « Vous êtes des Canadiens français avant d'être des libéraux ou des conservateurs. Pensez-y, comprenez-le. » Ensuite de ça, il dit, « Ce sont nos frères catholiques francophones qui sont spoliés de leurs droits et donc nous devons les défendre. » Il va au-delà de ça. Il dit, c'est en plus une minorité et on doit les défendre parce qu'ils sont une minorité. Alors, vous voyez, dans ce premier grand discours, il développe une capacité oratoire, une capacité de conceptualiser des enjeux de société majeurs. Vous avez évoqué un élément très important, c'est-à-dire il invite généralement les Canadiens français à transcender leur division politique, à se rassembler dans la figure du Parti national. Oui. Quand on lit ces discours et quand on lit par ailleurs l'autobiographie fictive que vous lui avez consacrée, je le dis en deux mots pour les auditeurs, en gros, Mercier aurait voulu écrire ses mémoires, il ne l'a pas fait, et vous nous proposez, ben voilà ce que ça aurait donné s'il avait écrit ses mémoires à la manière d'une conversation avec son notaire. Voilà. Et Mercier a une vision, donc il dit les Canadiens français doivent se défendre parce qu'ils semblent avoir une conscience très intime de leur situation de minorité ou de la domination qu'ils subissent à l'intérieur du Canada. Il évoque les Patriotes, il évoque Louis Riel plus tard, il va évoquer 1867 à la manière d'un épisode négatif. Quelle est sa vision du Canada et de la place des Canadiens français dans le Canada? Alors écoutez, une des leçons que Mercier prétend avoir reçues de son père, c'est que les Canadiens français sont un peuple conquis, mais jamais soumis. Le père de Mercier était à la fois agriculteur dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais en même temps, il avait été proche des Patriotes de 37-38. Il en avait même caché 2 qu'il avait ensuite escortés à la frontière américaine. Et à la Saint-Jean-Baptiste de 1852, le père de Mercier amène ses fils aux célébrations de la Saint-Jean-Baptiste à Saint-Jean-sur-Richelieu, proprement dit. Et là, Mercier entend des discours qui lui font découvrir, dans le fond, ce qu'il est, un Canadien français, héritier d'une société qui a connu la conquête, la subordination, la suggestion, qui a connu les troupes de 37-38. Et donc, pour lui, les Canadiens français forment véritablement un peuple, une nation, le terme n'a pas beaucoup d'importance, mais qui est profondément caractérisé par 2 traits. Ils sont français, dit-il, en fait francophones dans notre langage aujourd'hui, et ils sont catholiques. Il est très intéressant de noter, d'ailleurs, que dans la définition que Mercier donne des Canadiens français, la référence catholique, la référence francophone sont présentes, mais pas la référence rurale.
Parce que, une fois rendu au pouvoir, il aura des soucis de développer la colonisation et l'agriculture, mais aussi l'industrie. Alors que par la suite, on va reprendre la notion de ruralité pour définir les Canadiens français. Alors, il voit les Canadiens français comme étant un peuple conquis, mais jamais soumis. Il les voit comme s'étant approprié une forme de pouvoir avec la Confédération dans le cadre de la province, mais ils sont dominés. Ils sont dominés et il va passer sa vie à essayer de défendre ça. Et donc, dit-il, il faut que les Canadiens français réussissent à former un parti national parce que les divisions entre rouge et bleu ne conduisent nulle part et ne font que profiter aux adversaires. Et d'ailleurs, sur ce point, il va se heurter frontalement avec Laurier. Laurier est scandalisé, horrifié par l'idée d'un parti national canadien-français parce qu'il dit à Mercier, si vous faites ça, le reste du Canada va faire un parti national puis on va être perdant au champ. Bon, bref, alors c'est la position de Mercier. Je vous cite à ce sujet dans le Honoré Mercier par lui-même. Donc, c'est Claude Corbeau qui parle à travers Honoré Mercier ou l'inverse. Vous nous dites la pendaison de Riel, la Confédération de 1867, l'Union en 1840, le désastre de 37-38, 1760, tout ça, ça fait pas beaucoup de victoires pour les Canadiens français. Mon père aimait bien dire « peuple conquis mais pas soumis ». Là, il reprend « peut-être pas soumis, mais pas gagnant non plus ». Ah, notre pauvre misère de peuple conquis qui n'en finit pas d'encaisser encore des défaites. Vous nous dites par ailleurs, dans l'introduction des discours, que Mercier n'a pas une position qu'on pourrait dire aujourd'hui indépendantiste, que c'est probablement parce que le contexte ne le suggérait pas d'une manière ou de l'autre. Robert Rumilly, dans la biographie qu'il a consacrée à Honoré Mercier, nous dit « Son rêve de jeunesse, le rêve qu'il ne quittera jamais, même s'il ne le croit pas possible, c'est un État français indépendant sur les bords du Saint-Laurent. » Est-ce que vous reconnaissez, est-ce que, d'après vous, Rumilly se trompait en faisant une forme d'indépendantiste inavoué, ou c'est une question qui ne se posait tout simplement pas à son esprit à ce moment-là? On peut opposer à l'avis de Robert Rumilly le commentaire de Gérard Bergeron, un grand politologue québécois, qui disait de Mercier, il a beaucoup critiqué le fédéralisme, il a lutté contre la centralisation du fédéralisme, il a voulu défendre l'autonomie du Québec et des provinces. Mercier a fait alliance avec le premier ministre de l'Ontario de l'époque, Oliver Bonwatt, pour essayer de bloquer certaines formes de centralisation du fédéral. Alors donc, Mercier a été un autonomiste résolu, mais, dit Bergeron, il ne s'est jamais rendu à l'indépendantisme, au séparatisme. Et la chose se comprend, parce que dans le contexte de la fin du 19e siècle, le grand enjeu pour beaucoup de Canadiens français, c'était le rapport avec l'Empire, c'était la suggestion à la Grande-Bretagne. Et à la fin de sa vie, le 4 avril 1893, pour être précis, devant plusieurs milliers de personnes au parc Summer, dans l'est de l'île de Montréal, il a fait un discours de 4 heures prônant l'indépendance du Canada. Et il y a chez Mercier, dépendant des moments de sa carrière politique, il y a chez lui une vision très défensive des Canadiens français qu'il faut protéger, dont il faut faire valoir les droits, avec aussi un espoir que Canadiens français et Canadiens anglais pourraient en fait construire ensemble un pays en allant chercher l'indépendance qui leur fait défaut. Donc l'indépendance qui préoccupe Mercier, je pense, c'est d'abord l'indépendance du Canada, comme du reste Henri Bourassa. Oui, bien sûr. La rupture arrivera avec le chanoine gros. Voilà. Alors donc, si vous permettez, je veux juste revenir sur le thème des discours de Mercier comme orateur, parce que j'évoquais tantôt son premier discours au Parlement fédéral, qui a été à peu près son dernier, parce qu'on l'a sorti par la suite aux élections suivantes. On ne lui a pas permis d'être candidat libéral. Mais il y a 2 autres discours qui sont particulièrement importants dans la carrière de Mercier. Il y a le discours du 22 novembre 1885, le discours du Champ de Mars. Sur l'affaire Riel. Sur l'affaire Riel. Alors là, imaginez le Champ de Mars à Montréal. 50 000 personnes. C'est un dimanche d'automne, il fait très beau, c'est frais. Et il y a 50 000 personnes qui sont venues entendre toute espèce d'orateur, dont Laurier lui-même, réagir à la pendaison de Riel. Alors, Mercier écoute différents orateurs qui le précèdent, puis tout à coup, il se présente à la tribune. Et là, il commence son discours de façon saisissante. Il dit, là, je cite les premiers mots, « Riel, notre frère, est mort, victime du fanatisme de certains, de la trahison d'autres. Et il est mort pour défendre les droits de l'humanité
et il est mort comme Jésus-Christ en pardonnant à ses bourreaux. Alors ça, c'est un discours qui saisit les 50 000 quelques personnes. Et à ce moment-là, il relate toute la tragédie de Riel. Et il dit aux Canadiens français, il faut que nous nous unissions. Alors, je cite ça pour évoquer son caractère, sa force comme orateur, mais aussi pour évoquer le fait qu'à travers certains de ses discours clés, il met vraiment le doigt sur des enjeux très fondamentaux du destin québécois. Quelques années plus tard, à l'occasion de l'inauguration d'un monument à Cartier-Brébeuf, à Québec, il prononce un autre discours sur le destin et la condition des Canadiens français. Et il finit son discours en disant « Cessons nos luttes fratricides, unissons-nous ». Alors, ce que je pense, c'est qu'au-delà de certains dons personnels d'orateur qu'il a cultivés au fil des ans, il a une réflexion en partie émotive, mais structurée aussi sur le destin des Canadiens français. Et c'est ça qui l'inspire, je pense, et qui fait en sorte qu'il se positionne à certains moments comme vraiment un interprète de la conjoncture qui confronte la société québécoise. Oui, mais d'ailleurs, sur ce point, ça me semble tout à fait frappant, c'est-à-dire dans l'histoire de la Confédération, on pourrait dire, puis c'était peut-être le sort réservé à la province de Québec, c'était, évidemment, c'est une province majoritairement francophone, mais les grandes vocations politiques se retrouvaient plus souvent à Ottawa qu'à Québec, comme si Québec, c'était le lieu des affaires secondaires. Ouais. Et c'est parce que, tout le moins c'est ainsi que je l'ai compris, vous me corrigerez, c'est parce que Mercier voit vraiment Québec, oui, comme une province comme une autre, mais aussi comme l'État national des Canadiens français. C'est le premier peut-être à expliciter cette pensée. Donc, on trouve une grande vocation qui s'investit pour la première fois à Québec depuis la Confédération. Est-ce que ça correspond un peu à la réalité des choses? C'est-à-dire, on pourrait dire que c'est la première fois depuis la Confédération que le Québec découvre sa vocation d'État national. Je pense que Mercier va particulièrement loin, de façon particulièrement explicite, dans cette vision que la province de Québec, parce que c'est de ça dont on parle, bien sûr. La province de Québec est aussi l'assise, la mère patrie, la maison familiale de tous les Canadiens français extérieurs aux frontières du Québec. Parce qu'il y a la diaspora de l'Ouest, il y a la diaspora des États-Unis. Et Mercier va aller voir à plus d'une reprise les Américains, les Franco-Américains pour leur parler. Bon. Alors donc, oui, il y a cette vision de la province de Québec comme ayant un rôle particulièrement vital pour l'avenir des Canadiens français. Maintenant, dans la lecture de la Confédération de l'époque, il ne faut pas oublier que le pacte confédératif a été porté au Québec par quelqu'un comme Georges-Étienne Cartier. Bien sûr. Et il y a une frange de la population, des élites, une partie importante des élites québécoises ou canadiennes françaises de l'époque, qui était à l'aise avec le pacte confédératif parce que on recréait une entité politique pour les Canadiens français. On sortait les Canadiens français de l'Union de 1840. On leur donnait un gouvernement à eux, un parlement à eux, et on leur donnait la compétence sur des questions que les élites, notamment l'Église, jugeaient importantes, l'éducation, la famille, le droit civil. Alors donc, à ce moment-là, il y a une vision conservatrice qui dit que le pacte confédératif, c'est pas si mauvais que ça, parce que ça nous donne un pouvoir à nous, puis ça nous permet d'influencer l'avenir du Canada. D'ailleurs, il y a des choses étonnantes qui se passe. Prenez un personnage comme Joseph-Adolphe Chapleau, qui est un conservateur, mais conservateur, je dirais, loin des ultramontains avec lesquels il y aura des problèmes pendant toute sa carrière politique. Chapleau prend le pouvoir en 1879 et triomphalement réélu en 1881, aide la réélection de John A. Macdonald et, coup de tonnerre, en plein milieu de l'été 1882, on apprend que Chapleau, qui avait un magnifique avenir comme premier ministre du Québec devant lui, au moins pour un mandat, sinon 2 mandats, Chapleau lâche tout et il s'en va à Ottawa pour être comme ministre de Macdonald. Alors donc, il y avait une attirance d'Ottawa aussi. Mais Mercier, lui, est clairement un politicien lié au Québec. Et d'ailleurs, quand il va regarder Wilfrid Laurier, il va dire « Laurier est plus Canadien que Canadien-Français. Moi, je suis Canadien-Français avant d'être Canadien. Vous dites même dans la fiction autobiographique que Laurier, pour Mercier, finalement, c'est un Anglais qui parle français. Oui, ben là, vous savez, c'est le genre de caractéristique qu'on peut développer après coup. Je ne suis pas sûr qu'il ait dit exactement ça, mais il a dit que Laurier était plus Canadien que Canadien-Français. Un aspect important que vous développez dans l'introduction de des discours, c'est la question de la politique internationale de Mercier, qui est peut-être un aspect moins connu. Dans la conscience historique, on associe Mercier au Parti national, à l'Union des Canadiens français, à l'affaire Riel.
il y a le personnage premier ministre avec un peu de relief et d'envergure. Bon, à ce moment-là. Cela dit, la question, un aspect de ce qu'on pourrait appeler son envergure intellectuelle et politique et de la vocation qu'il prête au Québec, c'est l'idée de donner de l'écho au Québec en France. Ouais. Est-ce qu'il représente un premier moment de réconciliation, ou tout le moins de développement de liens intimes entre la France et le Québec, fin 19e? Il faut dire que Chapleau était déjà allé en France quelques années avant Mercier. Pour négocier un emprunt. Pour négocier un emprunt. Alors, en fait, qu'est-ce que Mercier va faire en France et en Italie? Très important. Il y va pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'il a tenté, à New York, de contracter un emprunt pour, en quelque sorte, consolider les dettes du Québec, la dette du Québec à long terme et payer moins cher d'intérêt. Et les fédéraux, dit-on, ont joué dans le dos, ont inquiété les financiers new-yorkais en disant c'est un gouvernement instable, on ne sait pas où il s'en va, vous êtes mieux pas prêter. Donc, ce que voyant, Mercier dit, si je ne peux pas emprunter de l'argent aux États-Unis, je vais aller l'emprunter en France. On dirait l'histoire de la Révolution tranquille. Absolument. Et il décide effectivement d'aller en France. Il fait faire quelques approches auprès d'institutions financières françaises. Il va en France en 1888 dans l'espoir d'aller chercher un emprunt. Et il va revenir avec de l'argent. Moins d'argent que ce qu'il espérait, mais il va revenir avec de l'argent. Ça, c'est une première raison d'aller en France. Il y a une deuxième raison qui l'amène non seulement en France, mais en Italie. C'est l'affaire des biens des Jésuites. Ça, c'est un chapitre compliqué. On pourrait y revenir, si vous voulez, avec ça vaut la peine. Mais je vais juste vous signaler ça. Ce qui lui donne l'occasion d'entrer en contact avec la hiérarchie du Vatican, ce qui lui donne l'occasion d'entrer en contact personnel avec Léon XIII, ce qui va lui permettre de régler le cas des Jésuites et ce qui va créer une certaine aigreur dans le clergé québécois qui n'aime pas beaucoup savoir qu'un premier ministre libéral comme Mercier a ses entrées directement au Vatican. Donc, il va chercher de l'argent. Parallèlement, il cherche à obtenir aussi des investissements. Ça sera son deuxième voyage aussi qui sera consacré à ça. Il veut avoir l'autorisation du pape, l'appui du pape pour régler la question des biens des Jésuites. Puis troisièmement, je pense que sa vision des Canadiens français qui ont sauvegardé leur langue française envers et contre la France d'une certaine façon, l'amène à aller dire aux Français, bien, on est là, on existe, on a gardé le vieux français, on l'a fait tout seul, maintenant on serait prêt à travailler, à collaborer avec vous davantage. Alors, il y a vraiment chez lui là, cette ouverture internationale du côté de l'Europe et aussi du côté des États-Unis. Avec tous les Canadiens français qui y étaient. Avec les Canadiens français, à plusieurs reprises, il s'est rendu, même à l'exposition universelle de Chicago en 1893 pour faire un discours. Et donc, il a vraiment fait sortir le Québec de ses frontières. D'ailleurs, ça tranche un peu avec l'image qu'on se fait quelquefois du Québec de la fin du 19e, qui serait recroquevillé en lui-même. Mercier représente d'une certaine manière le premier moment de projection du Québec hors de ses frontières politiquement conçu. Oui, je pense qu'effectivement, il est allé plus loin que tous les autres hommes politiques qui l'ont précédé ou qui l'ont suivi dans ce développement. Il va falloir attendre plusieurs années avant que le Québec relance ça. Il n'a pas créé de délégation du Québec à l'étranger, mais il a travaillé en France, il a travaillé de très près avec Hector Fabre, qui était le commissaire du Canada. Et donc, à cet égard, je pense qu'il a ouvert le chemin pour les générations successives. Vous évoquiez tantôt la question des biens des Jésuites, qui est un élément assez important finalement de son bilan. C'est une question qui échappe probablement à nos contemporains. Donc, si vous deviez l'exposer en quelques instants pour une oreille contemporaine plus ou moins familière avec cela, je pose un élément de base. Mercier est un catholique qui tient par ailleurs, qui a une dette envers les Jésuites et qui voit là-dedans une manière de marquer son respect envers l'institution, envers ceux qui l'ont formé. Mais ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. Il veut payer sa dette envers les Jésuites, mais surtout, la question des biens des Jésuites, je pense, illustre la grande habileté politique de Mercier. Alors, en substance, les Jésuites ont accumulé des biens depuis qu'ils sont arrivés en Nouvelle-France. En 1800, le dernier jésuite au Canada français meurt. Donc, les biens des Parce que l'ordre avait été interdit entre-temps. L'ordre avait été dissous en 1773, reconstitué ultérieurement en 1814, mais en 1800, le gouvernement britannique met la main sur les biens des Jésuites parce qu'il n'y a plus de Jésuites pour en exercer la propriété. Et là, tout au long du 19e siècle, on se dit qu'il faudra bien régler ça. En 1842, les Jésuites reviennent à Montréal. C'est Ignace Bourget qui les fait venir. Ils créent le Collège Sainte-Marie. Bon, bref, au début des années 1880,
le cardinal Taschereau, enfin le futur cardinal Taschereau, archevêque de Québec, voudrait avoir les biens des Jésuites pour doter son université Laval et éventuellement son expansion à Montréal. Mais les négociations n'avancent pas. Quand Mercier prend le pouvoir, il dit « Moi, je vais régler le problème des biens des Jésuites. » La question est assez... elle habite l'actualité régulièrement. Elle est présente dans l'actualité parce qu'il y a un ou deux premiers ministres qui ont essayé de régler ça, mais ça n'a pas marché. Alors, Mercier dit « Moi, je vais la régler. » Il fait ça en 2 étapes. Première étape, il donne la personnalité juridique à la Compagnie de Jésus. Il leur donne un statut, comme les autres congrégations religieuses, un statut légal. La Compagnie de Jésus peut agir en droit. Puis après ça, il se dit, dans le fond, là, moi, il faut que j'aie le platchette du pape pour régler cette question-là. C'est pourquoi il va à Rome, il s'entretient avec Léon XIII. Et là, finalement, Léon XIII donne aux Jésuites, enlève à Monseigneur Taschereau le pouvoir de régler la question et dit aux Jésuites, arrangez-vous avec le premier ministre du Québec. Et là, Mercier se retourne vers les Jésuites, puis il s'ensuit des longues négociations. Mais ça marche. Il s'entend avec les Jésuites. Les Jésuites demandaient 2 millions pour leurs biens. Mercier dit, on a déjà parlé avant moi de 400 000 $. Ça va être 400 000 $. Ça veut dire quoi? 400 000 $ en 1888? Bien, le budget de la province, c'est 4 millions. Ah, tout de même. Bon, voilà. Alors, il s'entend pour 400 000 $. Il fait adopter ça, il y a la majorité en chambre. Et là, suprême astuce, il dit 2 choses. La première, c'est le gouvernement du Québec va sortir les 400 000 $ quand le pape aura décidé comment il les partage. Oui. Parce que là, Mercier s'est dit, moi, je ne me mettrai pas le doigt entre l'arbre et l'écorce. C'est pas moi qui va régler à qui va l'argent. Première habileté. Et il va être critiqué terriblement pour ça, mais ça va marcher. Deuxièmement, il dit, il y a 1/7, 60 000 $ de cette somme de 400 000 $ qui vont être donnés aux protestants. Ah oui, pourquoi? Ben, dit Mercier, les protestants, ils paient des taxes. Le 400 000, il vient des coffres de la province, donc on va leur donner une proportion pour leur système scolaire. Et c'est ainsi qu'il règle le problème des biens des Jésuites qui traînaient depuis des générations, qui règle une dette personnelle, qui devient un personnage très apprécié par la hiérarchie vaticane et par le pape, moins par le clergé québécois. Alors, je pense que ça illustre vraiment son habileté politique. Oui, allez-y. Et il la règle une fois pour toutes. Ça va lui valoir des initiés féroces. Les ultramontains au Québec, les anglo-protestants, les orangistes, la Gazette, toutes sortes de monde, et même des rouges. Oui, les rouges les plus à gauche, on dirait qu'un vocabulaire. La gauche de son parti, ben ils ne seront pas contents, mais il a réglé le problème. Voilà. Un mot simplement, bientôt, nous passerons bientôt à la pause, mais un mot sur le rapport entre Mercier et le catholicisme. Parce qu'on a souvent, quand on se contente d'un portrait un peu trop bref du libéralisme canadien-français, on s'imagine toujours c'est le parti anti-catholique et ainsi de suite. Et lui, à la suite de Laurier, voudra montrer la compatibilité entre le libéralisme canadien ou canadien-français et le catholicisme. Réussit-il véritablement à réhabiliter le libéralisme à la lumière du catholicisme à la fin dans son passage dans la vie politique? Est-ce qu'il réussit cette espèce de fusion où on l'accusera régulièrement d'être contre l'Église en dernière instance? Vous savez, il faut d'abord rendre hommage à cet égard à Laurier. En juin 1877, Laurier prononce un grand discours à Québec où il dit, écoutez, le libéralisme tel qu'il existe en France, en Italie, qui est perçu comme persécuteur de l'Église, c'est pas notre libéralisme. Nous, c'est le libéralisme d'origine britannique qui est essentiellement réformiste, tourné vers le progrès. Mercier va envier à Laurier d'avoir prononcé ce discours et à quelques reprises par la suite, il va prononcer des discours pour dire, écoutez, nous ne sommes pas contre la religion, nous respectons la religion, nous respectons le catholicisme. Les Canadiens français ne sont pas juste des francophones, c'est des catholiques. Donc, il est possible d'être libéral, vouloir le progrès, la transformation de la société, l'industrialisation, le développement de l'agriculture. Il est possible de tout vouloir ça, puis être catholique. Et en ce sens-là, il va réussir, lui, à faire en sorte que ça soit accepté. La meilleure preuve, c'est qu'aux élections de 1890, avant que les scandales terminent... Les élections, son grand triomphe. Son grand triomphe, il va chercher les 3/4 des sièges à l'Assemblée législative et ça démontre que la combinaison libéralisme et catholicisme n'est pas impossible. Alors, nous passons à la pause pour quelques instants et nous revenons ensuite pour poursuivre cette émission avec Claude Corbeau sur maintenant la part, l'héritage de Honoré Mercier.
Chers amis, nous sommes de retour à la vie des idées avec Claude Corbeau pour parler de ces deux récents livres consacrés à Honoré Mercier. Un livre qui est une forme d'autobiographie fictive de Mercier. Corbeau tient la plume, bien évidemment. Et l'anthologie des discours de Mercier par Claude Corbeau. Et il signe une importante introduction dans ce livre qu'il vaut la peine de lire très certainement. Claude Corbeau, on a parlé du parcours d'Honoré Mercier, des grands aspects de sa pensée politique. On sait que c'est un homme qui aurait pu avoir un immense destin. D'ailleurs, d'une certaine manière, il est resté dans la conscience historique québécoise comme un homme qui a eu un destin singulier. Et pourtant, c'est un homme qui a une triste fin, pour ne pas dire une fin pathétique. Qu'est-ce qui se passe pour que Mercier, qui quelques mois auparavant est au sommet de sa gloire, s'effondre? Je pense que l'effondrement de Mercier, qui est triste compte tenu de la qualité ou de l'importance de son action politique, l'effondrement de Mercier résulte d'abord et avant tout de ses propres failles personnelles. D'une part, il a eu un entourage politique. Il s'est détaché de la cuisine des affaires de parti, puis ça lui a joué des tours. D'autre part, personnellement, il avait certains traits de caractère qui l'ont rendu vulnérable. Alors, comment ça s'est produit, sa fin? Écoutez, il fait un deuxième voyage en Europe en 1891. Il en revient de façon triomphale. Il a été décoré une deuxième fois par la France. Commandeur de la Légion d'honneur. Il a été décoré par le roi des Belges. Il a été nommé comte palatin par le pape Léon XIII. Donc, il revient ici chargé d'honneur. Et là, il se fait attraper par le scandale de la baie des Chaleurs, puis par un autre scandale par la suite. Le scandale de la baie des Chaleurs, c'est compliqué la politique à la fin du 19e siècle, mais pour dire les choses simplement. Quand Mercier prend le pouvoir et constate qu'il y a un chemin de fer qui devait être construit par une compagnie dans le coin de la baie des Chaleurs, ça n'avance pas, annule le contrat, crée une nouvelle compagnie, puis donne le contrat pour faire avancer ça. Sauf que l'ancienne compagnie dit « Hey, vous m'avez cassé mon contrat, moi je veux un règlement. » Et donc, finalement, c'est l'homme de confiance de Mercier, pendant qu'il est absent en Europe, qui dit au vice-premier ministre, au premier ministre par intérim, sort 175 000 $ pour dédommager la compagnie. L'argent sort. Mais là, ce qu'on apprend ultérieurement, je vous épargne les péripéties, ce qu'on apprend ultérieurement, c'est que quand l'homme d'affaires de la compagnie chemin de fer évincé reçoit son 175 000 $, il en remet une bonne partie à l'homme de Mercier, Paco, pour les fins du parti. Grand scandale, mais ce scandale-là, dans le fond, ça s'explique à la lumière, entre autres, des pratiques politiques de l'époque. Il n'y avait pas de loi sur le financement des partis politiques. Mais surtout, une fois que l'argent est remis à Armstrong, l'homme d'affaires, c'est son argent. S'il en redonne 100 000 $, ce 175 à Paco, c'est son choix. Alors, Mercier, il se défend comme il peut, mais là, ça donne à ses adversaires le moyen de l'attaquer. En plus de ça, il fait faillite personnellement. Oui, c'est un homme avec des dépenses fastueuses. Il a la table ouverte dans les restaurants, les plus beaux vêtements. Les plus beaux vêtements, les plus beaux équipages, la dépense. Il s'achète même un domaine dans le coin de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Au moment où le comité sénatorial des chemins de fer étudie l'affaire de la baie des Chaleurs, lui, il reçoit 150 ou 180 zouaves parce que le pape Léon XIII lui a donné des médailles à leur remettre. Donc, il fait faillite personnellement. Il est chassé du pouvoir par le lieutenant-gouverneur de l'époque, parce qu'à l'époque, les lieutenants-gouverneurs avaient un peu plus d'envergure et d'ampleur que maintenant. Il tente de se faire réélire en 1891. Ça ne marche pas. 91, ça marche pas. Il est battu à plat de couture et se retire de la politique. Et là, on lui intente des procès. Un procès pour lequel il va être acquitté. Donc, c'est vraiment la descente aux enfers. En plus de ça, il est obligé de déclarer faillite. En plus de ça, il tombe malade du diabète. Alors, vraiment, là, c'est la chute complète. Mais ses adversaires, sans ces présumés scandales, étaient incapables de le faire tomber. Il était assez habile pour se maintenir au pouvoir. D'ailleurs, les élections lui avaient donné une forte majorité. Et donc, c'est dans le fond, en quelque sorte, sa propre négligence, ses propres faiblesses de caractère, sa vanité, son panache, son goût de luxe qui l'entraînent dans la déchéance. C'était d'une certaine manière, on pourrait dire, sa part sombre, c'est-à-dire à la fois désir de grandeur, mais aussi sensibilité exagérée au faste et ainsi de suite. Désir de grandeur pour le Québec, désir de grandeur pour Mercier lui-même. Il avait... Les deux finissent souvent par se croiser dans la tête des hommes politiques. Il avait quand même une vision de lui-même assez optimiste, assez positive, d'autant plus qu'il avait assez bien réussi.
Alors donc, il en a été victime en quelque sorte. Vous me disiez tout juste avant l'émission que vous aviez un certain intérêt pour la figure de l'échec en politique. Je me permets de vous relancer là-dessus, c'est-à-dire Mercier, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un des appelons ça un moment manqué dans l'histoire politique du Québec, c'est-à-dire un homme qui avait rassemblé autant de gens autour de lui, qui avait d'aussi grandes capacités, une vision aussi développée. Est-ce qu'on peut croire que l'avortement politique de Mercier, c'est un moment d'émancipation pour les Canadiens français qui va avorter avec lui? Je pense que Mercier aurait pu continuer encore quelques années sa politique d'affirmation de la province de Québec et des Canadiens français. Il avait le vent dans les voiles. Ses adversaires, les ultramontains, les anglo-protestants du Québec, ceux qu'il appelait les orangistes, n'étaient pas capables de le faire chuter politiquement. Ils ont réussi à le faire chuter sur des failles de caractère, sur des comportements qu'ils jugeaient inappropriés de la part d'un premier ministre. En ce sens-là, je pense, ça a pu influencer sur le devenir d'histoire du Québec. C'est en ce sens-là que Mercier est tragique en un sens, là, d'avoir ruiné lui-même par ses défauts de caractère, sa carrière politique. Alors, je profite de cela pour opérer une petite transition vers la question de l'héritage de Mercier qui va nous occuper un peu dans cette deuxième partie. L'homme termine sa vie de manière assez pathétique, pour ne pas dire misérable, en espérant revenir aux affaires néanmoins, mais ça ne fonctionne pas. Une vie qui se termine mal finalement, un destin avorté. Et pourtant, assez rapidement, le souvenir qu'on retiendra de lui, non pas sa fin pathétique, mais plutôt sa part de grandeur légitime, disons ça comme ça. Est-ce que Mercier a lui-même, on pourrait dire, sculpté sa mémoire d'une manière ou de l'autre? A-t-il lui-même cherché à entretenir son héritage symbolique? Est-ce qu'il a cherché à modeler, en disant, voilà ce que vous devez penser de moi, là, même si ça s'est mal passé, voilà l'héritage que je vous laisse? Ou sinon, comment expliquer le fait qu'on ait conservé, en dernière instance, un souvenir fondamentalement positif de lui, du moins jusqu'aux années 60, parce qu'ensuite, c'est une période de l'histoire qui nous échappe un peu? Oui. Écoutez, il y a dans l'action politique de Mercier un certain nombre de traits structurants, pourrait-on dire, qui font que son héritage a pris forme tout au long d'une bonne partie du 20e siècle. Il y a d'abord sa vision des Canadiens français. Et pour lui, les Canadiens français, on l'a dit, un peuple conquis mais jamais soumis. Il est fier d'être Canadien français. Il dit, nous allons le demeurer. On ne réussira pas à nous assimiler. La province de Québec est française et catholique. Elle demeurera française et catholique, pratiquement pour toujours. Ensuite de ça, la vision d'un gouvernement qui est un gouvernement plus agissant, plus activiste. Il reprochait aux conservateurs contre lesquels il a ferraillé avant de conquérir le pouvoir, il leur reprochait d'avoir une vision quasiment d'épicier à court terme. C'est-à-dire, tout ce qui les intéressait, c'est de balancer, équilibrer le budget. Et moi, je lui fais dire quelque part que si les conservateurs peuvent fermer le gouvernement du Québec puis l'envoyer à Ottawa, ils le feraient. Bon, là, c'est un peu une interprétation élastique, mais ça reflète quand même sa vision. Alors donc, premièrement, une vision historique des Canadiens français comme étant un peuple fier, capable de se développer. Deuxièmement, une conception de l'État comme devant agir, pas juste administrer à la petite semaine. Et ensuite de ça, des visions modernisatrices chez Mercier. Par exemple, il veut décoloniser le Canada de deux façons. En faisant en sorte qu'on acquiert l'indépendance. Mm-hmm. Ça vaut pour le Québec. Mais dans l'immédiat, il veut empêcher le gouvernement fédéral de continuer à exercer son droit de désaveu des lois. Dans la Constitution de 1867, le gouvernement fédéral pouvait désavouer, annuler des lois adoptées par les législatures provinciales. Oui, bien sûr. Pas pour des raisons de constitutionnalité, les tribunaux s'en occupaient, mais pour des raisons de non-convenance politique. Il voulait ensuite de ça un meilleur partage fiscal entre Ottawa et les provinces. Donc, transformer la situation du Québec dans le Canada. En même temps, il voulait assurer le développement économique du Québec. Pour lui, il faut aller chercher des capitaux à l'étranger, même une certaine expertise, un savoir-faire, de manière à pouvoir mettre en valeur les ressources naturelles très abondantes du Québec. Alors là, vous voyez, il y a un discours qui va être repris par les gouvernements libéraux qui vont succéder
depuis, dans le fond, Lomergouin jusqu'à Taschereau dans les années 30, l'idée d'un développement économique du Québec par la colonisation, par ce qu'il appelle le pouvoir d'eau, là, les ressources hydroélectriques, par l'industrialisation. Et pour lui, plus l'activité économique est importante, plus les rentrées fiscales sont importantes pour le gouvernement, et plus on va tendre vers la santé financière de l'État. Bon. Vous nous dites, vous parlez des héritiers de Mercier, des gouvernements libéraux. Première page, en fait, de votre introduction, vous écrivez « Les gouvernements de Mercier et de Marchand préfigurent les gouvernements réformistes québécois, tels ceux d'Adélard Godbout, de Jean Lesage, de Robert Bourassa et de René Lévesque. Ouais. » Lorsque je vous ai lu, j'ai trouvé qu'il y avait néanmoins un absent dans cette liste. C'est Maurice Duplessis. Ouais. C'est-à-dire, Mercier lui-même, à tout le moins, c'est ce que j'en comprends, se perçoit comme un gouvernement d'abord et avant tout national. C'est-à-dire, avant même d'être libéral, il est national. Avant, on pourrait dire aujourd'hui d'être progressiste, il est national. Ouais. Avant, bon, Duplessis, dans l'histoire du Québec, on peut très certainement le critiquer pour plusieurs raisons, mais lui-même se voit comme un gouvernement d'abord national. La création de l'Union nationale, c'est détacher l'Union nationale des Canadiens, de la structure partisane du Canada. C'est, bon, on sait l'héritage de l'Union nationale qui est à la fois négatif et positif, mais qui a une dimension nationale forte. L'absence de Duplessis m'a un peu marqué dans cette liste. Est-ce que vous considérez que Duplessis n'est pas un héritier de Mercier ou c'est un héritier qui n'est pas à la hauteur du personnage? Ça m'a un peu surpris. Donc, quelle est la place? Y a-t-il un rapport d'héritage néanmoins de Mercier et Duplessis? Ce que vous dites m'a été signalé déjà dans une recension des discours, de l'édition des discours. Le critique disait, bon, Corbeau est victime d'une vision passéiste de la Révolution tranquille, comme si tout avait commencé avec la Révolution tranquille alors qu'il y a eu des choses avant. Ouais, j'ai pas mis le nom de Duplessis parce que l'héritage de Duplessis est quand même particulièrement ambigu au sens où il a fait certains développements, mais vous savez, c'est un régime politique qui a été marqué aussi par un très profond conservatisme social. Ah, bien sûr. Et conservatisme économique aussi, dans la mesure où Duplessis ne voyait pas un rôle très important pour l'État. Bon, enfin, là, c'est une question d'opinion. Dans le cas de Mercier, sa conception de l'État, sa conception du développement économique préfigure celle des libéraux qui lui ont succédé immédiatement, mais plus que ça dans le cours du 20e siècle. À côté de ça, il y a un certain nombre de réformes d'une autre nature. Par exemple, Mercier veut réformer la fonction publique. Ah oui. Il veut une fonction publique moins partisane, non partisane, et il veut une fonction publique où on embauche les gens et on leur accorde des promotions selon leurs compétences et selon leurs mérites. Ça, c'est un renouvellement important. Deuxièmement, Mercier est très favorable au développement de l'éducation. Pour lui, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Ça, c'est une histoire de famille. Son père, tout cultivateur qu'il ait été, a néanmoins été membre de la commission scolaire de son patelin. Alors donc, cette insistance sur l'éducation, elle va se traduire par l'augmentation des budgets que l'État verse aux commissions scolaires, par le développement des cours du soir. Il offrait des cours du soir gratuits pour les ouvriers à Montréal et Québec pour les sortir de l'analphabétisme. Et quand les conservateurs prendront le pouvoir après que lui en aura été chassé, ben la première chose qu'ils vont faire, ils vont mettre des droits de scolarité, donc ce qui va ruiner les cours du soir. En même temps, il fait adopter une loi pour le développement des bibliothèques municipales. Alors oui, il y a un intérêt du côté du développement. Une politique d'éducation qu'on imagine mal dans le Québec de la fin du 19e. Il a joué avec l'idée d'un ministère de l'instruction publique. Mais il s'est rendu compte que ça créait des réactions extrêmement adverses dans une partie de la société québécoise. Et sans doute, il a fait le calcul qu'il pouvait aider l'éducation sans nécessairement avoir un ministre responsable. D'ailleurs, son successeur, Marchand, élu en 1897 dans la foulée de l'élection de Laurier au fédéral en 1885, Marchand et les libéraux avancés de son équipe ont déposé un projet de loi pour créer un ministère de l'instruction publique. En 1897, il a été battu
par le Conseil législatif, c'est-à-dire l'espèce de Sénat qu'il y avait à Québec à cette époque-là, dominé par les conservateurs. Donc, Mercier n'est pas allé jusqu'au ministère de l'Éducation, mais il a trouvé que l'éducation était une réalité fondamentale. Et il le dit à plusieurs reprises dans ses discours. Il dit, vous savez, si vous voulez vivre dans un système démocratique, il faut éduquer le monde. C'est la même chose que Jefferson disait. Il faut un système d'éducation primaire généralisé pour que les gens puissent être à la hauteur de leur rôle d'électeur. Et il fallait donc une triple formation, une formation pratique, une formation religieuse, il n'était pas contre ça, puis une formation civique. Donc, l'insistance sur l'éducation, l'insistance sur la réforme de la fonction publique sont des caractéristiques d'un gouvernement qui vont être reprises ultérieurement par d'autres gouvernements au 20e siècle. Et quelles sont les réformes de Mercier qui vont le plus durablement marquer le Québec? C'est-à-dire des réformes qui vont modeler soit sa conscience collective, son identité ou tout simplement son développement économique et social? Je pense que, fondamentalement, le discours qu'il tient sur l'identité des Canadiens français, sur le fait que le Québec est en quelque sorte la mère patrie de tous les francophones de l'Amérique du Nord, ça, je pense, ça a été repris par la suite. Quand les libéraux ont pris le pouvoir en 1960, ils ont créé un département du Canada français d'outre-frontière. Oui. Bon, aujourd'hui, on a complètement oublié ça. Alors ça, c'est le genre de choses qui apparaît. Alors, Mercier est intervenu aussi avec les premières législations visant à protéger la santé et la sécurité des travailleurs dans les manufactures. Oui, les femmes et les enfants notamment. Les femmes et les enfants notamment. Donc, il y a chez lui des préoccupations d'un gouvernement qui est capable à la fois d'être attentif aux attentes de la communauté d'affaires, mais de procurer une forme de protection aux gens qui travaillent dans les usines. Alors donc, ça, c'est le genre de choses qui va réapparaître par la suite. Il a voulu faire disparaître le sens électoral, c'est-à-dire le paiement que les gens devaient déposer pour être candidat et pour être électeur. Il a voulu accroître le droit de vote. Donc, vous avez là des réformes de nature institutionnelle. Vous parlez d'ailleurs de réformes démocratiques, c'est-à-dire la question du Conseil législatif, une volonté de moderniser les institutions démocratiques québécoises. Oui. Alors, quand on a créé le Québec, la province de Québec, à le moment de la Confédération en 1867, on y a installé une législature bicamérale avec l'Assemblée élue. Avec deux parlements. Pas deux parlements, deux chambres. Avec un conseil législatif de 24 membres nommés. Et pour différentes raisons, Mercier a pris en grippe littéralement le conseil législatif et il a essayé de le faire abolir. Il n'a pas réussi. C'est l'Union nationale qui va réussir en 1968. Mais ça, c'est un développement qui aura de la suite dans l'histoire du 20e siècle. L'ouverture de Mercier à l'extérieur des frontières du Québec, vers l'Europe, vers les États-Unis, c'est aussi une caractéristique qui sera reprise ultérieurement dans l'histoire politique du Québec. Donc, en ce sens-là, Mercier est un personnage qui met en chantier des idées, des projets, des modes d'organisation qui vont lui survivre et continuer et réapparaître. Mais c'est surtout l'approche qu'il a, je pense, de la politique. L'idée que la politique, ça peut être très influent pour le destin d'une collectivité. Oui. Pour emprunter une formule gaulliste, on pourrait dire qu'il avait une certaine idée du Québec. Il y avait une certaine idée des Canadiens français, il y avait une certaine idée du Québec, effectivement. Je vous attire maintenant dans un terrain plus prospectif, c'est-à-dire, on a parlé de la figure de Mercier, de sa personnalité, sa vision du Canada français, sa vision du Québec. On ne peut, je devine, méditer aussi longtemps sur un personnage, travailler aussi longtemps sur lui, sans nous demander de quelle manière il éclaire, d'une manière ou de l'autre, notre présent. Est-ce que la figure de Mercier ne serait, évidemment, elle est dans un autre contexte, dans une autre époque, mais méditer sur les grands hommes d'État, c'est aussi méditer sur des figures qui, même s'ils ne sont plus de notre temps, nous éclairent encore. Est-ce que la figure de Mercier nous éclaire encore d'une manière ou de l'autre? Il y a une chose que je trouve intéressante chez Mercier. La politique de son époque était une politique, à certains égards, beaucoup plus brutale que celle d'aujourd'hui, au sens où les arguments, les attaques ad hominem étaient fréquentes. Les journaux étaient férocement partisans. La rectitude politique n'existait pas beaucoup. Mercier s'est pris aux cheveux avec son grand adversaire, Joseph-Adolphe Chapelot, sur des terrains de comportement, d'éthique personnelle, pardon.
Donc, ça jouait assez brutalement. Il a été lui-même victime de toute espèce d'accusation quant à sa moralité, quant à son intégrité. Par exemple, on évoquait tantôt qu'il a réglé les questions des biens des Jésuites en débloquant 400 000 $ pour liquider la question. 400 000 $ qui sont allés dans les mains de l'Église catholique et pour une partie chez les protestants du Québec. Là, on a commencé à répandre des rumeurs selon lesquelles... Qu'il en aurait pris une part pour lui. C'est pas un homme politique qui s'est enrichi personnellement. Il s'est ruiné. Évidemment, vous allez me dire, s'il avait été un peu plus modeste dans ses goûts, il aurait peut-être moins dépensé, il n'aurait pas fait faillite. Mais le fait qu'il ait fait faillite montre qu'il ne s'est pas vraiment enrichi. Vous faites remarquer, lorsque vous lui prêtez la parole dans le remercie par lui-même, vous dites qu'il recevait assez... Alors que dans d'autres pays, on aurait pu dire c'est la France, la République ou c'est la couronne qui accueille les gens dans des cérémonies importantes. Lui, il accueillait à ses propres frais, quelquefois. Alors, voyez, ce qui est intéressant chez Mercier, c'est qu'il a une vision de la politique qui n'est pas, je pense, cynique ou sarcastique. Pour lui, la politique, c'est une activité très importante qui répond à des besoins sociaux fondamentaux. Dans le contexte actuel, on sait combien il y a un certain discours radiophonique, entre autres, mais pas à Montréal, un certain discours radiophonique qui juge d'une façon extrêmement sévère la classe politique, mais sans discernement. Bon. Je pense que Mercier incarne une conception de la politique où il y a du panache, où il y a une politique de la grandeur, comme dirait Jean Lesage, mais c'est quand même autre chose que simplement gérer le budget de la province à la petite semaine. Alors ça, en ce sens-là, moi, je pense que c'est parlant. Ce qui est parlant aussi, c'est la capacité d'un homme politique comme Mercier de situer les questions courantes sur une toile de fond d'enjeux plus fondamentaux. Sa lecture de la condition des Canadiens français repose sur une interprétation du quotidien, des événements qui se produisent. Ça repose sur une vision beaucoup plus profonde du destin de cette collectivité en Amérique du Nord. Sa conception de l'État comme devant concourir activement à la promotion du développement économique, c'est pas juste d'être assis puis de donner des permis d'exploitation, c'est de faire en sorte que on ouvre des frontières, on ouvre des chemins, on fasse venir des capitaux, on met en valeur les ressources naturelles. C'est une politique qui témoigne au moins d'une volonté de gérer pour le bien d'une collectivité. Vous évoquiez tout juste, on en avait parlé un peu plus tôt, la capacité à mettre en relief appelons ça les événements qui arrivent dans le cours plus vaste de l'histoire, révéler, appelons ça leur signification fondamentale et les inscrire dans le destin d'un peuple. Est-ce que vous trouvez dans l'histoire du Québec d'autres figures qui ont été capables de faire cela avec autant de talent que lui, tout en sachant que les moyens de communication n'étaient pas les mêmes et ainsi de suite? Autrement dit, voyez-vous, est-ce que vous lui prêtez le titre que certains lui disaient le plus grand homme d'État de notre histoire? Vous trouvez chez lui des héritiers à sa hauteur? Écoutez, c'est toujours difficile. Puis plus on se rapproche de notre temps, plus c'est difficile de juger. Mais je dirais, par exemple, qu'un personnage qui a aussi connu l'échec en politique, comme Georges-Émile Lapalme, était capable de porter une vision large et ample de la vie de la société québécoise et de la politique. Je pense que René Lévesque témoigne aussi de cette capacité de lire les développements, le quotidien sur une toile de fond d'enjeux historiques. Alors donc, il y a des héritiers à Mercier. On évoquait tantôt Maurice Duplessis. Il y avait chez Duplessis une volonté opiniâtre de défendre le Québec, mais pas de la même façon que ça a été fait avant lui ou après lui, au sens où c'était plus une défense pied à pied des compétences du Québec qu'une vision de développement pour la société canadienne, française ou québécoise. En ce sens-là, Mercier est un personnage qui, encore une fois, tranche beaucoup avec l'espèce de fadeur des premiers ministres québécois qui l'ont immédiatement précédé ou qui lui ont succédé. Et dans ce contexte-là, la signification qu'il revêt pour aujourd'hui, c'est que la politique demeure une composante incontournable de la condition humaine. Existentielle. Existentielle et de la condition des sociétés.
au-delà du marché, il y a la question des choix politiques dont sont capables, à l'occasion des sociétés, et d'intervenants, d'hommes ou de femmes politiques qui peuvent cristalliser les enjeux. Et vous savez, l'actualité démontre que le politique réussit toujours à remonter à la surface. Regardez ce qui s'est produit en Grande-Bretagne au mois de juin dernier. Bien sûr, avec le Brexit. Toutes les élites du pays et les élites économiques et financières et politiques internationales disaient aux Britanniques, votez contre le Brexit. Mais ça n'a pas passé. Donc, c'est un événement politique. C'est pas une logique financière, c'est un événement politique. Mercier, lui, pratique la politique avec un plan d'ensemble, une vision, une volonté de faire en sorte que l'État rendre service aux citoyens, aux citoyennes. C'est pas quelqu'un qui est un étatiste à tout prix, parce que dans le contexte, d'abord, c'est pas un socialiste. Non, on n'est pas dans une époque non plus où le socialisme était au programme tant que ça. Et il pense que l'entreprise privée est une voie de développement, mais il veut que l'État soit présent pour cadrer ce développement, pour le faciliter et le soutenir au bénéfice de l'ensemble de la population. Donc, il a une conception que je dirais exigeante et visionnaire de l'activité politique qui, elle, peut être instructive pour les générations suivantes. Il nous reste à peine 2 minutes. Une dernière question, justement, sur son sens de l'activité politique. À vous entendre, on comprend que Mercier avait, j'utiliserai le mot en guillemets, mais une certaine philosophie politique qui était la sienne, à tout le moins une vision politique, mais qu'il avait aussi une conscience intime de la part passionnelle de la politique. Sa capacité, par ses discours, à toucher les plis les plus intimes de la conscience nationale. Est-ce qu'on pourrait dire donc que c'était quelqu'un qui était capable de toucher les cordes, ce qu'on appelle de manière métaphorique les cordes sensibles du peuple canadien-français? Il l'a fait. Il l'a fait avec son premier discours au Parlement fédéral en 1873. Il l'a fait de façon éminente lors de la pendaison de Riel avec son discours du Champ de Mars. Il l'a fait dans son discours de Québec sur Unissons-nous. Là. Donc, il a dit des choses qui allaient au cœur de la condition au moment de son époque de la société canadienne-française. Et le discours, pour lui, est quelque chose d'important. C'est avec le verbe. Mais si vous regardez ça, regardez des hommes politiques ultérieurs comme De Gaulle, Churchill. En pleine guerre, Churchill prenait le temps d'écrire ses discours importants à la main. Alors donc, la parole pour façonner le devenir politique, ça, c'est un exemple que donne Mercier. Eh bien, sur cet éloge de la parole politique et du discours politique, je vous remercie, Claude Corbeau, pour votre présence à La Vie des idées. C'était un immense plaisir de vous recevoir. Et je vous invite, chers auditeurs, à vous procurer les 2 livres, Claude Corbeau, Honoré Mercier par lui-même et Honoré Mercier, Discours 1873-1893, les 2 livres chez Del Busso. Merci, Claude Corbeau.